Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous. Il était une fois un livre reçoit cette semaine Sam Cornell pour parler autour de son livre La collision des mondes, édité chez Livresse Éditions. Bonjour Sam Cornell. Bonjour à tous. Hier, on s'est quitté sur un terme que vous avez juste évoqué et j'aimerais y revenir, vous parler de l'histoire secrète. Il me semble que c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. Et en quoi est-ce que l'histoire secrète peut apporter, est-ce que c'est une liberté qu'elle peut apporter supplémentaire à un auteur, ou bien, contrairement à l'histoire officielle qui peut être lue dans les livres, est-ce que c'est permettre à un auteur de laisser libre cours à son imagination? Alors, en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est une énorme contrainte que je n'avais pas imaginée à l'époque. Alors j'aime le fantastique, la science-fiction, tous ces genres, les littéraires, et d'autres aussi, mais qui offrent à l'auteur une liberté d'écriture et d'imagination. Donc voilà. On aime tous les auteurs, notamment les romanciers, surtout s'ils font du fantastique, aiment imaginer des histoires, les raconter et développer. Alors, l'histoire secrète, c'est donner des raisons secrètes à l'histoire que nous connaissons tous. C'est des événements, alors, je vais en prendre d'autres pour ne pas trop dévoiler le livre, mais c'est donner des explications différentes derrière la Seconde Guerre mondiale, ou la Première, ou la Révolution française, ou je ne sais quel autre événement connu, majeur ou mineur. Laissez imaginer qu'il y a une petite histoire derrière, alors secrète parce que parfois on peut supposer que ça peut être une petite histoire juste des personnages qui sont liés au roman, ou ça peut être une trame plus importante. Pas forcément la théorie du complot, c'est encore autre chose, mais voilà, on ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Et c'est ce qui est employé dans le livre. Je revisite l'histoire, on l'a dit hier, ça remonte jusqu'au Moyen-Âge. Et je revisite l'histoire en donnant des raisons qui sont les raisons historiques. Beaucoup de passages historiques sont, j'espère, au maximum documentés, pour donner une véracité aussi à cette histoire. Et puis, certaines des raisons des événements sont liées à mon intrigue. Cette fameuse enquête qui était initialement un banal meurtre en Normandie se révèle avoir des racines au temps des croisades en Perse en l'an 1000. Donc, pour que tout ça ait un lien, il faut donner de la crédibilité. Et pour répondre à la question, c'est finalement énormément de contraintes, parce que vous êtes obligé, quand vous racontez une histoire dans de la fantaisie, donc un monde avec, je sais pas, des elfes, des nains, des orques, il y a de très très bons livres sur ce sujet-là, hein, bien évidemment, mais vous êtes libre d'imaginer votre univers. Quand vous faites de la science-fiction, je dirais dans un temps futur lointain, vous êtes libre d'imaginer toutes les technologies que vous voulez, vous êtes libre d'imaginer des mondes aussi complexes que Dune de Frank Herbert, donc, par exemple, ou Star Wars, bien évidemment, pour les plus connus. Lorsque vous tissez avec l'histoire, si vous voulez donner de la crédibilité, ça a été une contrainte que je n'imaginais pas et que je ne revivrai pas tout de suite. Voilà. Ouais, alors en plus, alors c'est vrai que vous nous faites visiter des mondes dont on peut avoir entendu parler. C'est vrai que vous parlez des Templiers à un moment. Bon, effectivement, les Templiers, on connaît. On les connaît plus ou moins, et plus que moins plutôt. Mais vous en parlez
mais assez peu, pour nous emmener finalement chez les cathares. Où là par contre, il y a une histoire, enfin vous développez vraiment l'histoire des cathares, l'origine, ce qu'ils sont devenus, enfin même si effectivement cette histoire, les cathares, c'est un siècle à peu près. C'est 2 siècles, c'est surtout le 11e et le 12e siècle, et puis la première moitié du 13e. Après il y a d'autres hérésies qui vont arriver, mais les cathares, voilà, on va dire qu'entre 1050 et 1250, on a l'essentiel des faits historiques. Donc voilà, et il y a plusieurs mondes comme ça, pour ça. Alors, je ne sais pas, je vous ai pas posé la question, mais quand le titre de votre livre, c'est La collision des mondes, est-ce que c'est, alors ça peut faire appel à plusieurs mondes, est-ce que c'est historique, est-ce que c'est spatio-temporel, est-ce que c'est... Alors, c'est tout ça à la fois, et il y a même une nouvelle définition qui a été donnée par, alors je ne sais plus si c'est mon éditrice ou ma correctrice, mais c'est la collision des mondes littéraires. C'est ce qu'on évoquait hier. C'est il y a 4 volumes, enfin il y a un seul volume, pardon. Il y a 4 épisodes. Le premier épisode, c'est un polar. Le deuxième, c'est un thriller ésotérique. Le troisième, on est un peu en train d'en parler, c'est un récit historique finalement, un roman historique. Et puis le quatrième, bon. C'est pas un secret, c'est du fantastique. C'est du fantastique. Donc voilà, il y a une définition supplémentaire, c'est la collision des mondes littéraires. J'aime assez cette définition, surtout parce qu'elle vient pas de moi. Bien évidemment, le titre fait référence à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que c'est la collision des mondes, ça fait, sans bien évidemment dévoiler ce qui va se passer dans le livre, y compris dans la 4e partie. Il y a une vision concrète, voilà. Et puis il y a tout un tas de métaphores. Donc il y a la collision entre le classique, entre le monde, la vision scientifique des choses, notamment au Moyen-Âge et après, et la vision de l'Église. C'est une première collision de 2 mondes qui se sont affrontés. On évoque à différents endroits, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'Amérique du Nord, forcément, la découverte de l'Amérique du Nord par les Européens, c'est évoqué, moins fréquemment, mais c'est aussi une collision des mondes. En fait, c'est souvent les oppositions, j'évoque différentes oppositions. L'ancien et le nouveau monde. L'ancien et le nouveau monde. Les hérésies, et même le protestantisme qui est évoqué, et le protestantisme était vu comme une hérésie par l'Église catholique. Les hérésies, c'est aussi une collision entre 2 mondes, une vision du christianisme et une autre vision du christianisme. Donc la collision des mondes, le titre a été choisi pour toutes ces collisions, toutes ces oppositions très manichéennes, et j'espère avoir transmis dans le livre le fait que j'aime pas les visions trop blanches, trop noires, mais plutôt les zones grises. L'humanité est faite de zones grises, et donc voilà, expliquer un peu la vision de chacun, l'histoire de chacun, et après se rendre compte que la vérité est peut-être plus au milieu en fin de compte, quoi. Sauf que c'est vrai que quand on débute votre livre, on est dans les années 20, comme on disait, dans les années 20 en Normandie, et assez rapidement, quand même, on se retrouve chez les cathares, donc au Moyen-Âge. Là, on fait un saut dans le temps, on se dit... Alors, ce n'est plus l'inspecteur Calvez du nom de votre inspecteur qui mène l'enquête, puisque ça a été repris par une jeune Normande, une jeune paroissienne, comme vous disiez, et frère Guillaume. Et frère Guillaume, l'ecclésiastique. Et c'est vrai que peut-être que c'est plus facile pour un ecclésiastique de côtoyer ces mondes-là plutôt qu'un inspecteur, tout à fait. Calvez Tout à fait. Et c'était pour moi plus intéressant à écrire parce que pour donner corps au personnage, au pluriel, il était plus intéressant d'avoir frère Guillaume à ce moment-là dans l'intrigue pour commencer à le questionner. On verra plus tard que, d'ailleurs c'est un jeu de mots involontaire que je suis en train de faire, la question
était quand même les interrogations de l'Inquisition. Et donc, j'ai pas voulu faire ce jeu de mots au micro, mais c'est plus facile pour moi d'amener des questionnements chez frère Guillaume que chez l'inspecteur Calvez, qui en plus a une psychologie très différente. Lui, c'est un inspecteur, il ne pense que par les faits, etc. Donc là, il y avait une réflexion vis-à-vis de la religion, clairement, dans l'ouvrage, et c'était pour moi plus intéressant de le faire par le biais d'un ecclésiastique. Par le biais d'un ecclésiastique, bien évidemment. Et puis bon, alors il y a les cathares au départ, mais après on va avoir les protestants. Enfin, il va quand même on va être confronté à différentes. Alors c'est des courants de pensée, on pourrait les définir comme ça. Il y a les francs-maçons, qui est aussi un autre courant de pensée. Et alors un que je ne connaissais pas du tout, c'est les Rosicruciens, quoi. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'auditeurs à connaître les Rosicruciens, mais est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu, parce qu'il y a une controverse aussi, est-ce qu'ils ont existé, est-ce que c'est une légende, est-ce que... Alors, la Rose-Croix, donc à la base, donc ce qu'on appelle les Rosicruciens sont ceux qui appartiennent à la Rose-Croix, est un mouvement de pensée qui a réellement existé, basé sur des ouvrages qui sont sortis, qui racontent des histoires qui, elles, ne sont probablement pas réelles. Là, les historiens débattent dessus. Par contre, les ouvrages ont réellement existé, et ça a donné donc ces 3 ouvrages qui sont sortis au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, et ça a donné après des mouvements de pensée, je ne vais pas dire révolutionnaires, mais plutôt réformateurs, dans une période où voilà, le XVIIe siècle, on n'est pas très loin du XVIe, où la réforme est née juste un siècle auparavant, et notamment, sans trop rentrer dans l'histoire, ce sont des gens qui avaient imaginé que la réforme luthérienne n'avait pas été au bout des choses. Et si on y réfléchit aussi, on est un siècle avant les Lumières, qui est une vraie révolution de pensée et une vraie révolution aussi de régime. Donc c'est un mouvement, mais il y en a plein d'autres, bien évidemment. C'est un mouvement parmi d'autres qui a essayé de penser le monde autrement. Et ce que j'évoque dans le livre aussi, c'est qu'en parallèle, le monde se découvrait. On découvrait d'autres continents, c'est les mêmes périodes, et on faisait des découvertes scientifiques. Donc tout ça a amené différents mouvements, plus ou moins ésotériques, hurluberlus. Et puis vous avez cité les francs-maçons, c'est un classique littéraire. J'ai voulu prendre quelque chose qui est connu mais moins connu. La Rose-Croix, et ça, en termes on a parlé d'histoire secrète, pour revisiter l'histoire, notamment la guerre de 30 ans, j'en dirais pas beaucoup plus, c'était plus logique de les évoquer. Donc c'est un mouvement qui a réellement existé, et puis qui a un peu d'ailleurs fusionné avec la franc-maçonnerie. Voilà, mais je laisse les lecteurs découvrir pourquoi cette société secrète est là. De toute façon, même si on explique en quelques mots un petit peu l'esprit qui a mené les Rosicruciens, je serais quand même assez surprise que on dévoile de l'intrigue du livre, parce qu'il faudrait vraiment être voyant pour arriver à trouver un lien comme ça tout de suite entre la Rose-Croix et notre enquête du début. Hein. Tout à fait, et c'est pour ça que finalement ça a été mis dans la 4e de couverture. C'est toujours difficile, une 4e de couverture, le résumé qui est au dos du livre, de savoir qu'est-ce qu'on dit pas. À la fois, il faut accrocher le lecteur, donc il faut lui en dire beaucoup quand même pour qu'il ait envie de le lire. Et puis, si on lui en dévoile trop, après, il va lire le livre et se retrouver en se disant, bon, ok, ça existe aussi sur certains films. On voit la bande-annonce et on se dit, mince, le film n'est rien de plus que la bande-annonce, c'est un peu triste. Non, c'est clair que les Rose-Croix, ça a été mis dans le résumé de la 4e de couverture parce que voilà, ça ne dévoile pas l'histoire, ça évoque juste la partie un peu thriller ésotérique et société secrète qu'on a évoqué tout à l'heure. Oui, et puis c'est alors moi mon but c'était aussi de montrer tout ce qu'on peut trouver comme digression apparente
dans votre livre, tous les sujets, où vous emmenez le lecteur, vous l'emmenez quand même loin et dans des mouvements de pensée, divers et variés, je dirais. Et en préparant l'émission, je me suis dit, de toute façon, même si on parle des Rose-Croix, même si on parle des cathares, même si on parle des scientifiques au 16e, j'ai bon espoir qu'on ne va pas mettre l'auditeur sur la piste du final. Exactement. Alors en fait, par contre, ce qu'on peut leur dire, pour les inviter à lire le roman et à en découvrir un peu les secrets, c'est que tous les mouvements qu'on vient d'évoquer, finalement, dans l'intrigue du roman, c'est-à-dire ce qui est uniquement du roman et non pas de l'histoire, rechercher la même chose ou avait eu vent de quelque chose qui a une valeur importante pour tous ceux qui cherchent un peu à le retrouver, qui est d'ailleurs évoqué dans le résumé au dos du roman, qui est le mécanisme d'Alazen. Donc ce mécanisme aux propriétés étranges est recherché par beaucoup de monde au fil des siècles, et c'est ce qui évoque les différentes, je ne vais pas dire factions, mais voilà, les différents courants de pensée qu'on a pu évoquer. Et donc je tisse mon histoire autour de ce mécanisme d'Alazen, depuis l'an 1000 jusqu'au XXe siècle. Conclusion, puisque l'Église notamment le recherche, on va comprendre qui le recherche et pourquoi, et finalement quelle influence ça a eu sur l'histoire qu'on connaît tous. Bon, alors là, si c'est pas une invitation à aller creuser plus loin, si vous voulez savoir comment on peut relier une intrigue du XXe siècle à l'an 1000, eh bien, lisez La collision des mondes de Sam Cornell. On se retrouve demain, on laisse place à un petit peu de lecture et je vous dis à demain. À demain. Sam Cornell, La collision des mondes. Les dominicains enquêtèrent sans relâche, pourchassant et emprisonnant le moindre fidèle cathare. Aux fournaises collectives de la croisade succédèrent les bûchers individuels de l'Inquisition. Les 20 années de guerre n'eurent que peu d'effet comparés aux 10 années de terreur qui suivirent. Les parfaits capturés se virent tous questionnés afin de mieux comprendre ces liens étranges qu'ils tissaient avec l'outre-monde. Chacun de leurs rites était scrupuleusement recensé, minutieusement étudié. Puis, toute trace de ces pratiques sataniques furent définitivement effacées. Aucun souvenir de ces dévoiements ne devait subsister dans les consciences. Les terres et les âmes souillées furent purifiées par le feu. Les soulèvements populaires ne parvenaient plus à enrayer l'étau qui se resserrait sur les dernières poches de résistance. Traqués, les derniers cathares se réfugièrent dans les hautes forteresses du Puy-d'Oc, puis Laurens, Perpertuse, Quéribus et Montségur. Avec l'aide des seigneurs des lieux, Guilabert de Castres faisait de Montségur l'ultime siège de son église impie. 600 cathares s'y rendirent pour reformer une communauté. Il ne restait dès lors à la Sainte Alliance qu'à lui porter l'estocade finale. Les croisés assiégèrent la place forte en 1243. Mais ils ne la vainquirent qu'après une longue année de siège et l'implication de lourdes machines de guerre. Dans le triomphe de cette victoire, 225 hérétiques furent aussitôt conduits vers les flammes de la justice divine. Dans les braises de Montségur, l'épiscopat cathare perdit ses dernières figures importantes. Son église, enfin dissoute, n'avait plus aucun espoir de renaissance. Puis Laurens et Quéribus se rendirent quelques années plus tard. Plusieurs parfaits fuirent vers l'Aragon et l'Italie où l'Inquisition les prit en chasse. Ces tribunaux s'installèrent à Gênes, en Toscane et en Campanie pour réprimer les ultimes congrégations qui subsistaient entre Milan et le lac de Garde. En 1278, les autorités religieuses capturèrent puis brûlèrent les 200 derniers patharins.
de 1302 à 1314, la Sainte Inquisition annihila de la même façon toute recrudescence hérétique en Aragon. Les inquisiteurs, Geoffroy d'Ablis et Bernardo Gui, traitèrent avec fermeté l'initiative des frères Authier. Les derniers hérétiques furent capturés, jugés et brûlés sur le parvis des cathédrales occitanes. Et en 1321, Guilhem Bélibaste, l'ultime parfait recensé, fut immolé à Villerouge-Termenès. L'ennemi si tenace qui narguait le Saint-Siège depuis 2 siècles était enfin terrassé. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.